Il y a une chose qui m'avait échappé, effectivement. Oui, c'est cette idée que il y a un très grand nombre de réincarnations. C'est d'emprunter à quelle connaissance C'est pas emprunter une connaissance particulière. D'où ça se sait, comment on le Alors, sait, ça fait partie d'où ça se dit. ça fait partie de ce qu'on appelle les enseignements de la sagesse éternelle, qu'on retrouve dans toutes les traditions, qui a effectivement, comme je le disais tout à l'heure aux autres personnes, qui a été perdu dans le christianisme pour des raisons historiques qu'on a évoquées. Mais cette idée de... Il faut voir que l'idée de réincarnation, c'est lié à la loi d'évolution des individus, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les religions orientales, bouddhisme et hindouisme en particulier, ont gardé cette idée-là, mais cette notion de réincarnation est extrêmement ancienne, elle date de millions d'années, elle date quasiment depuis le début de Non, mais l'incarnation c'est une chose, mais le nombre de réincarnations en est une autre. Alors, le nombre de réincarnations, je ne serais pas capable On pourrait très bien dire qu'il y a des centaines de réincarnations, et pas forcément des milliers de réincarnations. Cet ordre de nombre de... On ne sait pas très bien pourquoi. Parce que vous regardez l'humanité, par exemple, je ne sais pas si on déjà... bon, l'humanité connue, bon, elle a 5-6 000 ans. Combien y aurait-il de réincarnations en 6 000 ans? C'est ce que je dis. Oui, alors on peut se poser la question. Ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est que on peut remonter selon les enseignements ésotériques, l'histoire de l'humanité est extrêmement ancienne, puisque ça commence il y a 18 millions et demi d'années. 18 millions d'années. Oui. Et donc, il y a des êtres, ce qu'on appellerait des êtres humains ordinaires, qui ont commencé à s'incarner à l'époque du continent lémurien ou du continent de Mu, et qui continuent maintenant, oui. Qui, eux, ces êtres-là, arrivent plus ou moins au bout de leur parcours évolutif. Alors justement, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la transmission d'une civilisation à une autre. Par exemple, qu'est-ce que nous ont transmis les civilisations atlantides et lémuriennes? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que c'était la même humanité sur le plan anatomique? Non, il y avait des différences. Il y a eu notamment à l'époque de la Lémurie des races de géants. Ah, ça, oui. on a conservé un certain nombre de traces dans des différents écrits. On a conservé des références extrêmement lointaines, extrêmement anciennes, très édulcorées, entourées de beaucoup de légendes, de l'existence de géants. Est-ce qu'ils avaient accès à des technologies qui se sont perdues? Alors, à l'époque de la... Est-ce que par exemple ils étaient capables d'aller faire des vols interstellaires? Est-ce qu'ils avaient... En Atlantide, oui. Oui. Les Lémurie, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. L'Atlantide était très avancée technologiquement, plus que nous sommes aujourd'hui, par exemple? Oui, mais avec une différence fondamentale, c'est que le niveau de développement de l'ensemble des êtres humains qui ont composé ces différents peuples de la race atlante qui a duré 12 millions d'années, ça a été extrêmement long, ils n'avaient quasiment pas de conscience individuelle. Oui. C'était, on peut dire qu'ils avaient un instinct grégaire, un instinct de troupeau. Ceux qui les dirigeaient, c'était les maîtres de sagesse qui à l'époque étaient incarnés, c'était des rois prêtres qui ont dirigé pendant des milliers et des milliers d'années l'Atlante et qui ont dirigé son évolution. Est-ce que ça signifie mais le peuple lui-même n'avait pas un développement. Donc il y avait quand même une sorte de hiérarchie. Il y avait une sorte de hiérarchie. C'était quasiment pas la même race qui était parmi les maîtres. Enfin, la classe dominante était d'une autre race que le peuple. C'était des maîtres de sagesse, ils étaient déjà dans le 5e règne à l'époque. Et donc le peuple était dirigé par des maîtres de sagesse. Absolument. C'est ça. Voilà. Ce qui a donné les rois maintenant. Qui a donné les rois prêtres, dont on a conservé des traces, avec la divinité des pharaons, par exemple, en Égypte. Puisque en plus l'Égypte, c'est logique, puisque ça a été la continuation des derniers vestiges de l'Atlantide. Alors il y a eu beaucoup de pertes, c'est ça? Beaucoup de pertes quand l'Atlantide a disparu? Alors quand l'Atlantide a disparu progressivement, ça ne s'est pas fait en 5 minutes si je puis dire, il y a eu un premier grand déluge, et il y en a eu un deuxième, un dernier finalement, pour ce qui restait du continent qui n'avait pas été englouti, qui après les survivants de ce
sont passés en Égypte. Donc la civilisation atlante, les derniers Atlantes sont passés en Égypte. C'est eux qui ont construit les pyramides, le Sphinx, etc. Voilà. Mais et ça, c'est pas dans le temps. Dans le temps, ça date de à peu près 15 000 ans. Voilà. 15 000 ans, c'est à ce à quoi fait référence Platon dans le Tibet et le Critias. C'est la dernière partie de l'Atlantique qui sont enfoncées sous les eaux. Puisque la plus grande partie s'était déjà enfoncée bien des milliers d'années avant. Alors, moi je m'intéresse beaucoup d'abord à la différence entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'ils ont la même origine, hein? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont la même structure? Est-ce qu'ils ont le même... Bien sûr. Oui, sauf bien qu'ils sûr. représentent quand je dis bien sûr, c'est qu'ils représentent deux polarités. Une polarité négative et une polarité positive pour l'homme, polarité positive, polarité négative pour l'homme. Oui. Un représente l'esprit, symboliquement, et l'autre, la matière. La femme, c'est la matière. La femme, c'est la matière, elle enfante. Donc c'est l'aspect de la matière, c'est l'autre polarité. Mais c'est deux polarités d'une même chose, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc esprit et matière sont liés, donc hommes et femmes sont liés. Bon, j'apprends rien à personne quand je dis ça. Oui, à ce stade-là, oui. Mais, voilà. Mais c'est parce que esprit et matière sont liés. Dans les enseignements ésotériques, quand on parle de l'esprit et de la matière, on dit la matière c'est de l'esprit à un niveau plus bas, plus grossier, moins subtil, et l'esprit c'est de la matière à un niveau plus subtil, plus élevé. Donc l'homme serait d'un niveau plus subtil que la femme? Non, pas du tout. C'est deux polarités d'une même chose, absolument pas. Non, pas du tout. Ah non, surtout pas. Non, mais il ne faut pas projeter nos propres préjugés modernes. Certainement pas. Non. De même il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur, il y a une totale égalité, c'est deux polarités. Oui, alors à votre avis, M. Chaboch, est-ce que les hommes et les femmes fonctionnent de la même manière dans leur façon de se comporter, dans leur capacité de réception d'émissions? Est-ce que vraiment on peut dire, parce qu'apparemment les études qu'on peut faire laissent apparaître des différences de fonctionnement assez importantes. Non, il peut y avoir des différences de fonctionnement, mais c'est des différences de forme, c'est pas des différences de fond. Oui. Après, les femmes peuvent être plus sensibles à des questions, par exemple, d'ordre spirituel, moins que les hommes, par exemple. Bon, parce que beaucoup relativisé. Hein, parce que bon, moi, sans parler de science-fiction, il semblerait que les civilisations antérieures aient pu créer des androïdes, par exemple, des robots, on va dire que le mélange entre la machine et l'homme, il peut y avoir eu des perfectionnements complexes d'êtres humains qui sont de machines qui sont devenues humaines, ou d'humains qui sont devenus des machines, Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, par exemple, dans le gros livre qu'a écrit Madame Blavatsky à la fin du XIXe siècle, La doctrine secrète, oui. Elle explique, par exemple, que les singes, ça a été un croisement entre des animaux et des êtres humains qui ont donné les singes. Donc, si on peut dire on peut dire tout simplement, quand on disait parfois, puisque c'est plus vrai scientifiquement même maintenant, que l'homme descend du singe, en fait c'est l'inverse. Il faudrait dire le singe descend de l'homme, parce que c'était un croisement qui a été fait à l'époque, des manipulations génétiques qui ont été faites, et donc du coup ça s'est perduré, maintenant c'est devenu les singes. Mais ces deux, il faut bien comprendre. Je comprends très bien. De même, par exemple, certaines personnes pensent que les femmes sont un croisement entre l'homme et la machine, par exemple. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, donc, mais d'accord. Non, mais je veux dire qu'il y a des comportements, quand on fait la psychologie quand vous comparez comment fonctionne, je sais pas, un lecteur de CD et comment fonctionnent certaines femmes, il y a des similitudes, des automatismes. Je dirais pas ça du tout. Je ne sais pas d'où sortent ces théories. Moi, je ne les connais pas. Donc, je dirais rien là-dessus. Une chose est sûre, c'est qu'un être humain, c'est un être humain, qu'il soit un homme ou une femme, c'est un être humain. D'accord. Qu'est-ce qui fait la capacité d'un être humain, la particularité d'un être humain par rapport aux animaux? Oui, c'est de parler. C'est la capacité de penser. De penser. C'est le penseur avec un. Mais comment sait-on que quelqu'un pense? Par exemple, quelqu'un qui parle n'est pas forcément quelqu'un qui pense. On peut très bien répéter, nous avons une capacité surtout à parler.
Ce qui nous fait le point commun que nous ayons entre tous les êtres humains, sur l'exception, c'est que nous parlons. C'est que nous pouvons oui, ça, lire. C'est un moyen de communication. Non, mais nous pouvons lire, parler, ça veut dire penser. On peut très bien répéter ce que quelqu'un d'autre a dit, et ça n'a pas été pensé. Quand j'entends penser, c'est effectivement ça, c'est des activités, ce que vous dites, c'est les activités du mental concret, du mental intérieur, celui qu'on utilise tous les jours, dont on a besoin, on peut pas faire autrement. Mais les êtres humains ont un corps mental, ils ont aussi, dans ce corps mental, ils divisent en deux. Il y a un corps mental supérieur et un corps mental inférieur, celui concret, celui qu'on utilise. Donc il y a un mental supérieur, et avec la pensée, on crée. On crée concrètement, c'est-à-dire on crée des civilisations, on crée des religions, tout ce qui a fait l'histoire de l'humanité, ça a été créé par la pensée. Il y a eu d'abord des idées qui ont été déposées dans le mental des hommes par les maîtres, pour les nécessités de mettre en œuvre le plan d'évolution, et ensuite ça s'est concrétisé par des théories philosophiques, des religions, des grandes avancées scientifiques, artistiques, religieuses. Alors je voudrais savoir, est-ce que ce mot karma vous parle, puisque vous êtes dans les chrétiens? Est-ce que nous naissons avec un karma? Est-ce qu'il y a des choses qui sont programmées pour une incarnation particulière? On est tous avec un karma. Bon, on est tous avec un karma. Et ce que disent les maîtres, ça peut paraître surprenant parfois, ce que disent les maîtres, c'est que globalement l'humanité a plus de karma positif que de karma négatif. Donc quand on parle de karma, quand on connaît mal le sujet, on dit j'ai du karma, on pense qu'on a que des choses. Un karma assez lourd, on dit. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Non, globalement, les êtres humains ont plus de karma positif que de karma négatif. Donc quand on entend parler de karma, c'est le principe de la loi de cause à effet. Oui. Mais est-ce que ça on récolte ce qu'on sème. Est-ce que ça signifie, M. Chaboch, que justement que la nouvelle incarnation nous fasse avancer? Est-ce que ça signifie qu'il y a des épreuves qui sont prévues, programmées Non, c'est pas des épreuves. Enfin, il y a des épreuves. Ça dépend de ce que vous entendez par épreuve. Je ne sais pas, des choses qui sont il y a une sorte d'emploi du temps ou il y a ce qu'on amène dans notre vie, c'est notre karma. Donc là, on a quelque chose à faire, quelque chose à dépasser pour évoluer. On peut très bien louper une incarnation, une vie. On est obligé de recommencer, etc. Au point où on était de vie avant. Mais on a toujours quelque chose, c'est toujours lié à notre karma. C'est pas des épreuves qui sont dictées par les maîtres de sagesse, par Dieu ou je ne sais trop qui. C'est nous-mêmes qui, par rapport à nos actions dans nos vies précédentes, ont généré un karma plus ou moins positif, plus ou moins négatif, et donc nous avons des choses à comprendre, des choses à dépasser. Qu'est-ce qui se passe quand nous quittons une incarnation? Où est-ce que nous arrivons? Vous le savez? Et combien de temps nous restons avant de nous réincarner? C'est très très variable, c'est lié au niveau d'évolution des personnes. Les personnes qui sont ce qu'on appelle des jeunes âmes, c'est-à-dire qui se réincarnent depuis l'époque de l'Atlantide, simplement, ce qui est déjà beaucoup, vont se réincarner très très vite. C'est-à-dire vont se réincarner très très vite. Les autres, sauf quand on arrive à la fin du parcours évolutif, qu'on est prêt de passer les initiations, les 5 grandes étapes qui vont nous faire venir un maître de sagesse, à ce moment-là, on va très très vite. Mais en général, le temps de réincarnation, d'après ce que disent les enseignements ésotériques, moi je suis incapable de dire quoi que ce soit là-dessus, je me contente de redire, de réexpliquer les enseignements ésotériques, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est impossible de donner une durée moyenne, ça n'existe pas. Les maîtres de sagesse disent ça n'existe pas, on ne peut pas dire il y a une durée moyenne, je sais pas, je dis un chiffre bidon de 25 ans, c'est pas vrai. Parce que finalement, une question qui se pose, cher monsieur, c'est de savoir si ce qui est important, c'est ce qui se passe au cours des incarnations ou de l'autre côté. Parce qu'il y a toujours la question de savoir non, c'est ce qui se passe, c'est quand on est incarné. Quand on n'est pas incarné, il ne se passe rien en fait. Il se passe des choses, mais ça dépend du plan où on est. On peut se situer à des niveaux très différents. On peut se situer à un niveau très différent. On peut, si on a vécu une vie où on a fait énormément de choses négatives dans notre vie, quand on va mourir, on va rester sur le plan astral, c'est ce que reste la majorité des êtres humains, mais sur des niveaux plus ou moins bas, plus ou moins élevés. Voilà. Et on peut aller dans les niveaux d'un niveau plus élevé en attente de se réincarner. Mais vous, par exemple, quand je vous entends parler de cette foule de réincarnations, ça, comme vous dites vous-même, ça relativise énormément votre incarnation actuelle.
Bah oui. Enfin, je veux dire que ça, on se dit, bon, ben voilà, ça n'est jamais qu'une incarnation parmi X milliers d'incarnations. Donc, est-ce que ça vous permet, est-ce que ça vous invite pas, en fin de compte, à prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez Alors, ici et maintenant? si vraiment on accepte et on comprend, surtout, c'est pas simplement accepter intellectuellement, on comprend le bien fondé du principe de la réincarnation et de la loi du karma, parce que les deux sont liés, oui, ça nous invite surtout à faire très attention à ce qu'on fait dans cette vie-là, dans la vie présente, ce qu'on fait dans les vies. C'est-à-dire de mettre en pratique la loi d'innocuité, c'est-à-dire de ne pas nuire ni par la pensée, ni par la parole, ni par l'action. Parce que c'est ça qui va nous générer du karma. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Donc c'est ça. Il faut vivre comme un saint. Je ne sais pas si je peux vivre comme un saint, mais donc du moins me fixer comme objectif. En tout cas, à chaque fois que nous avons des déviances ou commettons des erreurs, nous prolongeons le cycle des réincarnations. Ça peut y contribuer, bien sûr. Oui. Ça peut y contribuer. Et est-ce que nous retrouvons des gens que nous avons connus dans des incarnations précédentes En général, oui. On se réincarne en famille. Mais c'est-à-dire que toutes les personnes, je vais donner un exemple bidon, moi dans cette vie-là, mon fils par exemple, ou ma mère, ça aurait été un proche parent, ça aurait été ma sœur dans une vie précédente par exemple. C'est probable. On se réincarne en famille. Mais ça, c'est des notions qu'enseignent les enseignements de la sagesse éternelle, les enseignements ésotériques, mais qu'on a aussi conservé. Comment se fait-il dans le bouddhisme tibétain? Est-ce que c'est une obligation qu'on n'ait pas souvenir de ces réincarnations? Oui, il vaut mieux. Parce que s'il fallait se souvenir de tout ce qu'on a fait dans les vies précédentes, on aurait un sacré paquet de culpabilité, déjà d'une part, première chose, et deuxièmement, on penserait sans cesse au passé, donc on ne pourrait pas agir dans le concret, dans le présent. Donc il vaut mieux, c'est indispensable qu'on oublie nos voilà. Alors est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez si c'est une jeune âme ou une vieille âme? Non, moi je suis incapable de le dire. Ce que disent les enseignements ésotériques, et donc là c'est pour moi, je fais que de redire ce que d'autres ont dit avant moi, c'est que plutôt dans les jeunes âmes se trouvent plutôt dans les pays du Sud. Ah. Plutôt. C'est pas une règle générale, c'est une tendance. Oui. On les met plus. Et voilà, c'est ça. C'est une tendance. Voilà. Et ça expliquerait. Parce qu'elle meurt très vite et elle se réincarne très vite. Ah oui, d'accord. Oui. Et d'une certaine manière, les gens qui nous dirigent, qui sont conduits à nous diriger, seraient plutôt des gens qui sont plus avancés, plus évolués. Les gens qui nous dirigent au point de vue politique, vous voulez dire? Oui, par exemple. Non, pas forcément. Puisque tout à l'heure vous disiez que c'était quand même la classe dirigeante était quand même plus avancée que le peuple. Ah non, attention. Moi, je parlais d'une situation spécifique de l'Atlantide. Oui, mais je me demandais si ça s'était repéré. Non, plus maintenant. Non. Ah bon, vous niez que ça puisse se perpétuer? Non, pour la bonne et simple raison, pour une raison toute simple, c'est que à la fin du continent Atlante, quand il y a eu les deux phases de submersion, une première importante et une dernière après, il y a 15 000 ans, les rois prêtres, donc les maîtres de sagesse, se sont retirés du monde. Ah oui, ils ne s'occupent plus de le diriger. Ils s'occupent toujours de l'évolution de l'humanité, mais ils sont plus présents. Ah oui, d'accord. Ils sont plus présents sur le plan physique en tant que, comme c'était par le passé, des rois prêtres. Ah oui, d'accord. Ah, c'est dommage, ça, non? Mais ils reviennent, alors il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Donc effectivement, l'humanité n'est plus guidée directement. Elle est guidée d'autres côtés. Enfin, elle est guidée. Elle est guidée indirectement. Elle a toujours été guidée directement ou indirectement. Elle continue toujours à être guidée, bien sûr. Oui. Alors, mais pas directement un président de la République ou un roi dans les pays actuels. Non, c'est pas des maîtres de sagesse. Ah bon, ce n'est pas des maîtres de sagesse. Absolument pas. Non, oui. Par contre, il y a eu dans l'histoire des initiés très évolués qui avaient passé la troisième initiation, par exemple, qui ont guidé des pays. C'est le cas, par exemple, du président Lincoln aux États-Unis. Oui. Voilà, il avait passé la troisième initiation. Ah, quand même, quelqu'un de très évolué. D'accord, donc ça existe quand même. Mais c'était pas un maître de sagesse du tout. Attention, non, faut pas confondre. Non, c'était quelqu'un qui avait un niveau d'évolution élevé, puisqu'elle avait passé la troisième initiation, mais ce n'était pas du tout un maître de sagesse. Donc on peut être quand même dirigé par des gens évolués. Alors tous ceux qui ont fait des grandes réformes sur le plan politique,
c'était des disciples des maîtres, qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas d'ailleurs, qui avaient passé au moins la deuxième initiation, pour un certain nombre d'entre eux la troisième. D'accord. Donc, voilà. Pour prendre un exemple récent, oui. le cas de Mandela, oui. C'était un grand leader, il avait passé la deuxième initiation, c'est-à-dire qu'il avait acquis la maîtrise, pas complète, mais au moins partielle, de ses émotions, son corps astral. Comment sait-on ces choses-là, que telle personne a passé la deuxième initiation? Ça, ce sont les informations données par le maître de Benjamin Crème. Ah, voilà, d'accord. Ça, ces choses-là, on n'est pas capable de les deviner tout seul. Évidemment. Bon, ben, je vous remercie, on a avancé.